Alors, j'ai intitulé cette troisième partie « Bilan mitigé de la construction régionale ». Comme je vous le disais en introduction, j'ai longtemps hésité dans son intitulé. S'agit-il d'une troisième étape? S'agit-il au contraire d'une crise qui va se révéler durable? Contentons-nous dans cette partie de procéder à un bilan? Je voudrais ce bilan le faire en deux temps. D'abord, vous montrer aujourd'hui où en est arrivée la construction régionale et l'extrême variété qui caractérise ces formes de construction. C'est-à-dire que si on étudie ensemble cette carte du monde que je vous ai déjà présentée, on découvre qu'effectivement la dynamique d'intégration régionale s'empare de pratiquement toutes les régions du monde. Vous voyez en grisé comment la Russie et la Chine sont en dehors, l'Iran, la Turquie, le Proche-Orient. Mais est-ce si vrai pour la Chine après tout ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est vrai institutionnellement, ça ne l'est pas socio-économiquement. Est-ce vrai pour l'Asie centrale et même pour la Russie? Il faudrait être prudent. Donc il y a bien un processus général d'intégration. En même temps, il ne faut pas se tromper. Je voudrais juste vous proposer une manière de typologie pour bien distinguer entre des formes régionales d'intégration fort nombreuses. Vous avez d'abord des formes de construction régionale purement interétatiques et politiques. Ce sont les formes les moins élaborées d'intégration, où simplement des États s'assemblent en vue de se concerter, mais sans aucun projet d'intégration réelle et en tous les cas d'intégration de la décision et des politiques publiques. Je voudrais, à titre d'exemple, vous proposer l'organisation des États américains qui regroupent l'ensemble du continent américain à l'exception de Cuba, c'est-à-dire 34 États, créés en 1948, structure de concertation, mais dont l'état de division politique aujourd'hui, que reste-t-il de commun entre le Venezuela, le Brésil, la Colombie et les États-Unis? L'extraordinaire diversité des régimes conduit à une juxtaposition beaucoup plus qu'à une intégration. On pourrait a priori dire la même chose de son pendant africain, l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, créée juste après la grosse vague des indépendances de 1960, donc créée exactement en 1963, comprenant 52 États, l'ensemble des États africains, sauf le Maroc, qui en est sorti lorsque l'Organisation de l'Unité africaine a reconnu le mouvement sahraoui. L'OUA qui a longtemps végété comme l'OEA, comme forum, en quelque sorte, de la diversité africaine, avec quand même un moment de rupture qu'il faut que vous connaissiez. 2002, l'OUA se transforme en UA, l'Union africaine. Et cette Union africaine, un peu, il faut bien l'admettre, sur le modèle en même temps de l'Union européenne, mais aussi des Nations unies, essaye de se doter d'institutions d'intégration. C'est ainsi qu'en 2004 est créé un Conseil de la paix et de la sécurité, qui évoque un peu le Conseil de sécurité des Nations unies, et qui constitue un effort remarquable et louable dans le cadre africain pour prendre en charge les conflits, hélas nombreux, qui ensanglantent le continent africain. L'Union africaine reste très active dans la tentative de résoudre ces conflits, même si la complexité des conflits fait qu'on ne va jamais très très loin. Mais enfin, il y a une dynamique d'intégration de l'Union africaine, à l'initiative notamment, ça fait drôle de le dire maintenant, du colonel Kadhafi, qui a voulu cette Union africaine, et qui a voulu en quelque sorte que l'Afrique prenne en main son destin
et ne soit pas toujours sous la tutelle des grandes puissances occidentales notamment. Le troisième exemple dans cette première catégorie, c'est la Ligue arabe, qui est la plus vieille des organisations régionales, plus vieille même que l'Europe, puisque la Ligue arabe a été créée juste à la fin de la guerre, en 1945, qui regroupe 23 membres, mais qui se caractérise par un état de division chronique. C'est-à-dire que la Ligue arabe, dont le siège, comme vous le savez, est au Caire, reste un lieu de juxtaposition, mais ne faudrait-il pas dire de confrontation, de souveraineté, qui ont du mal à déboucher sur une vision, une déclaration commune. Il y a eu juste un accord qui a réuni l'ensemble des États de la Ligue arabe. Nous sommes en 2011, lorsque unanimement la Ligue arabe condamne les actions répressives du colonel Kadhafi et demande aux Nations unies d'intervenir pour mettre en place une zone d'exclusion aérienne. Voilà donc un premier bloc. Il y a beaucoup d'autres États, comme vous le voyez sur cette carte, qui pourraient relever de cette première catégorie. La deuxième catégorie est au contraire à visée économique, c'est-à-dire des États qui visent en premier lieu une intégration économique ou en tous les cas une activation de la coopération économique, sans pour autant chercher en tous les cas explicitement une intégration politique. Alors, il faut que vous connaissiez au moins 3 d'entre ces organisations, parce qu'elles jouent un rôle important aujourd'hui. Alors, NAFTA-ALENA, créé en 1994, États-Unis, Canada, Mexique, Mexique, Canada, États-Unis. NAFTA, c'est l'acronyme en anglais, ALENA en français, c'est-à-dire North America Free Trade Agreement, accord de libre-échange nord-américain. C'est intéressant, la création du NAFTA-ALENA, parce qu'elle a été préparée par le président républicain George Bush, père, et mise en marche par le président démocrate qui lui a succédé, William Clinton. Et pourquoi est-ce intéressant? Parce que traditionnellement, la politique américaine est anti-régionaliste. C'est-à-dire, les États-Unis, traditionnellement, donnent la priorité à des économies ouvertes, à un libre-échange qui soit aussi général, englobant et inclusif que possible. Le progrès des constructions régionales a donc affecté, je dirais, la culture américaine et a conduit les États-Unis à changer radicalement de posture et à promouvoir ainsi une politique d'intégration régionale entre les 3 grands États du subcontinent nord-américain. Je voudrais quand même mentionner aussi un tout autre exemple dont les résultats sont moins convaincants que le NAFTA-ALENA, la SARC, South Asia Association for Regional Cooperation. Pourquoi je vous en parle? Créée en 1985, incluant, comme vous le voyez sur cette carte, l'Inde, le Pakistan, le Népal, le Sri Lanka, les Maldives, le Bhoutan. C'est très intéressant dans la mesure où nous avons là une structure de coopération régionale dominée par un antagonisme politique extrêmement fort. 1985 et années 90, la tension entre le Pakistan et l'Inde était à son maximum. Cependant, signé entre eux un accord qui vient ainsi reconstituer ce qu'était autrefois l'Empire des Indes et qui tente à transcender cette opposition politique dont vous avez bien sûr entendu parler. Le résultat est assez médiocre. Pourquoi? Parce que le commerce intra-régional, c'est-à-dire entre les États constitutifs de cette coopération, n'est que de 4%, c'est-à-dire un taux extraordinairement bas, comme on aura l'occasion de le revoir. Ça veut dire que le succès et l'efficience de la SARC
n'est pas très grand. En revanche, ce que nous savons, et c'est ça que je voudrais que vous reteniez, c'est que la SARC existe, crée des forums de rencontres périodiques, ce qui permet effectivement, dans des situations d'antagonisme politique et militaire extrêmement vif, aux acteurs de se parler, de se rencontrer, de discuter. Je voudrais aussi vous signaler un troisième cas qui est la SADC, qui est South African Development Cooperation, qui regroupe l'ensemble des pays de l'Afrique australe. Le phénomène a commencé dès 1979, mais a surtout été activé avec la fin de l'apartheid et la mise en place du régime démocratique que connaît depuis l'Afrique du Sud depuis 1994. Alors c'est très intéressant, il y a 14 membres, 14 États africains, membres de la SADC. C'est probablement en Afrique la zone de coopération économique la plus dense, la plus efficace, mais qui se traduit par un effet pervers sur lequel j'aimerais attirer votre attention, qui est que de cet ensemble sud-africain, l'Afrique du Sud s'impose comme le leader incontesté. Vous voyez que face au Botswana, au Lesotho, au Swaziland, mais aussi au Zimbabwe, à la Namibie ou au Mozambique ou à l'Angola, l'Afrique du Sud a une prédominance naturelle. Et vous voyez derrière ce phénomène de coopération régionale, un phénomène qu'il vous faudra suivre de près désormais, qui est la manière dont les coopérations régionales font naître des puissances régionales. Et comment la naissance de ces puissances régionales crée en réaction un sentiment de méfiance, voire d'hostilité, de la part des autres États qui craignent ainsi de perdre doublement leur souveraineté, d'abord dans les logiques d'intégration et ensuite dans les logiques de soumission aux leaders régionaux. Ça, c'est donc un deuxième paquet. Vous voyez que la dynamique politique est assez faible. Le spillover est faible. Un troisième paquet est constitué par ces organisations régionales d'intégration économique, mais avec un spillover politique explicite. Alors, je ne reviendrai pas sur l'exemple le plus manifeste de cette catégorie qu'est l'Union européenne, mais je voudrais signaler un autre exemple qui a en quelque sorte cherché à se caler sur l'Europe, au moins en son début, qui est le Mercosur. Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay et désormais Venezuela. Alors, le Mercosur a été créé à l'initiative de l'Argentine, du Brésil, de l'Uruguay et du Paraguay le 1er janvier 1995, sur des bases d'intégration économique qui constituent l'essentiel de l'institution sud-américaine, mais qui peu à peu a débouché sur des dynamiques politiques. Je voudrais juste vous en donner un exemple, qui est le fait que tout État membre du Mercosur qui manquerait aux obligations de la démocratie se trouverait immédiatement expulsé. Le problème s'est posé à plusieurs reprises et encore récemment à propos du Paraguay, qui est le plus instable des États d'Amérique latine à ce sujet. La décision d'Hugo Chavez de rejoindre le Mercosur, qui a abouti, comme vous le savez, l'an dernier, a considérablement modifié la donne. Et le Mercosur devient un des éléments parmi de nombreux autres d'intégration du continent sud-américain et de l'ensemble latino-américain, jusqu'à produire de plus en plus non seulement une intégration institutionnelle, mais une politique étrangère commune, des sommets communs. Je vous signale par exemple l'importance du sommet entre l'Amérique latine et les pays arabes. Oui, aussi Amérique latine-Afrique, Amérique latine-Asie, maintenant, etc. Dernière catégorie, je ne la développerai pas puisque je vous l'ai déjà présenté, c'est le régionalisme ouvert, avec l'exemple donc de l'APEC, créé, comme je vous le disais tout à l'heure, en 1989 et dont
la configuration renvoie encore à une autre grammaire, qui est celle, cette fois-ci, de la désinstitutionnalisation et de la libre intégration.